Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va parler aujourd'hui psychologie du marché et je vais commencer un peu à introduire certains concepts pour un petit peu plus s'armer sur la condition psychologique et être un peu plus familier avec les comportements en termes d'émotions sur les cycles de marché. En particulier, là, je voulais en profiter par rapport à cette chute assez importante du Bitcoin pour parler du terme buy the dip qui revient très souvent en ce moment depuis la chute, où grosso modo, en gros, ça veut dire ben, acheter le support, quoi. Acheter, faire les soldes. Donc, buy the dip, donc tout le monde va acheter le dip. C'est ce qui, entre parenthèses, occasionne une continuité baissière. Parce que souvenez-vous, comme je vous l'avais indiqué, dans les contrats dérivés qui manipulent un petit peu les marchés en ce moment, c'est plutôt eux qui ont la tendance, c'est eux qui permettent les hausses et les baisses sur les marchés. Le fait d'être acheteur engendre des prix de liquidation un peu plus bas et c'est ce qui fait que le marché a intérêt à aller récupérer ces prix de liquidation pour se gaver entre guillemets. Donc aujourd'hui, on va regarder tout d'abord le scalp index. Donc on est toujours en extrême peur. On est vraiment dans la zone rouge, donc c'est plutôt bon signe pour poser un support. C'est pas la seule et unique condition pour cela, mais ça fait partie des conditions de support de marché. Euh, sur les contrats dérivés, on a malgré tout sur l'open interest c'est l'indicateur qui nous permet de voir un petit peu le nombre de positions ouvertes et fermées sur les contrats dérivés. En gros, les shorts et les longs ouverts. Donc là, on est entre, ouais, on a à peu près 5 milliards d'open interest, donc il y a quand même des gros intérêts à manipuler ce marché-là. On a quand même cassé la tendance, la ligne de tendance que j'avais créée euh, voilà, précédemment. Donc ça veut dire que finalement, suite à la chute du cours, on va dire la conséquence de la chute, c'était justement des liquidations qui sont venues récupérer certains longs. Euh, donc je vais rentrer un peu plus dans le détail. Pour quelqu'un qui pose un long sur le marché, admettons, je sais pas, il a un take profit dans ces endroits-là, hop, il a à la fois son stop loss, mais il a aussi un prix de liquidation. Admettons, si son stop loss est ici, il a un prix de liquidation qui est peut-être un petit peu inférieur. Et toutes ces liquidations de tous ces acheteurs cumulés forment des paquets de liquidation que le marché a besoin, enfin, aime bien se nourrir de cela parce que ça fait des transactions et ça engendre des frais pour le market maker, pour le courtier. Donc, on est dans un écosystème qui n'est pas très très bien régulé, donc le market maker fait un petit peu ce qu'il veut. S'il a envie de pousser les prix vers le bas, il les pousse vers le bas. S'il a envie de les pousser vers le haut, il les pousse un peu vers le haut, justement en se mettant d'accord avec certains gros portefeuilles, c'est totalement possible. Donc on a un open interest qui est malgré tout toujours élevé. Je ne suis pas sûr qu'il revienne à des niveaux qu'on a précédemment connus, parce que l'intérêt est croissant, donc je pense qu'on aura toujours on aura quand même quelques milliards d'intérêts qui seront toujours ouverts sur ce contrat-là. Le spread est toujours négatif, ce qui permet de penser qu'on a toujours une pression vendeuse. Et on a le funding rate qui arrive timidement dans le négatif. Donc c'est en général ces moments-là que les shorts commencent à se faire liquider. Donc là, par rapport à la dernière vidéo où j'avais dit que potentiellement on pourrait commencer à liquider les shorts, on n'est pas encore totalement dans la zone. Voilà, on revient dans le positif, négatif. Là, on est en ce moment, aujourd'hui, dans le négatif, mais c'est pas de manière durable. On pourrait commencer là, donc ça commence à se construire tout doucement. Donc voilà, le marché dérivé qui drive toujours le marché spot. Et concrètement sur le graphique, ce qu'on a, on a toujours notre canal baissier. On a une zone de support en atterrissage qui est bientôt, qui arrive bientôt à destination, hein, on va continuer dans la métaphore. Euh, bon, il n'y a pas forcément de figure qui se dessine pour l'instant, on ne peut pas trop se prononcer. On peut toujours venir toucher le support des 29 000, 30 000 dollars, il n'y a aucun souci. Donc soyons vigilants, tant qu'on ne voit pas
de figures de retournement, c'est pas encore le moment d'acheter. Et c'est d'où le terme buy the dip, où les personnes, dès qu'elles voient des bougies vertes, elles se disent c'est bon, c'était le support, ça va repartir à la hausse. Et là, on n'est pas du tout sur ce. Enfin, en tout cas, c'est très risqué de se comporter de cette manière-là. Euh, voilà ce que je voulais introduire. J'avais une espèce de métaphore dont je voulais vous parler. C'est tout simple. Donc, rappelez-vous, ceux qui font le marché, ce sont des baleines. Elles ont la capacité de faire bouger le prix. Et nous, nous sommes des planctons. Nous subissons le marché. D'ailleurs, j'ai mis 2 fois plancton. On va le supprimer. Tic. Hop là. Nous subissons le marché. Nous devons réagir de manière opportuniste en surfant sur les tendances. Ne jamais être à contre-tendance, voire graphique de la bulle de marché. Ce que ça veut dire, c'est bien ça, c'est que quelqu'un qui décide d'acheter dans cette zone-là pour se dire ça y est, le Bitcoin va remonter, là il est contre-tendance en ce moment. Donc il a beaucoup plus de chances de se faire liquider, ou en tout cas de voir son portefeuille dans le rouge, plutôt que quelqu'un qui attend que quelque chose se dessine. Alors soit encore un M et puis on continue, soit un W et puis potentiellement on peut repartir un petit peu à la hausse. Donc il faut de la patience, d'où là on rentre dans la psychologie, donc beaucoup de patience pour prendre ces trades, des conditions à maintenir, ne pas brûler les étapes. Et je vais détailler un petit peu voilà, sur le graphique ici. Donc sur la partie psychologie, trading, gestion des émotions. Donc n'oublions pas, nous sommes des planctons. Les planctons en fait sont accrochés aux baleines et on suit le mouvement des baleines. On n'a aucun intérêt à être contre-tendance parce que nous, nos petits mouvements de prix n'influencent pas le marché. Vous l'avez vu sur l'Open Interest, on est sur des milliards d'intérêts. Le fait d'ouvrir une position à 10 000 euros, ça fait rien quoi. Donc soyons dans la tendance. La psychologie de trading, elle est intrinsèquement liée au plan de trading et aux analyses techniques et fondamentales. Pour ça, il faut comprendre la psychologie des marchés. Et j'ai un petit graphique qui explique un peu comment se comportent les émotions selon le cycle d'une bulle. Alors il en existe plein sur internet, moi j'ai fait la mienne avec une crypto là, qui s'appelle LTO qui représente parfaitement ce qu'on peut trouver sur les graphiques sur internet. Et on voit bien qu'on a toujours cette phase de gestation du projet où en fait il y a quand même déjà une accumulation du prix, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'achats. Sauf que la volatilité est assez faible, donc tout se fait, on va dire, tout doucement dans le plus grand des secrets. Donc on accumule. Ensuite, ici, on a la naissance du projet, c'est-à-dire qu'on commence un peu à, comment dire, à externaliser le projet. Au début, là, on est en gestation, personne ne parle du projet, personne n'est au courant de quoi que ce soit. Même nous, souvent, le projet n'est pas listé. Et ensuite, le projet naît, donc il crée de la croissance. Il se fait très souvent, il y a un piège baissier qui survient après la naissance du projet pour faire justement capituler le peu de gens qui ont déjà acheté à ces niveaux-là en pensant que ça allait continuer de monter. Donc ça, c'est un premier piège baissier. Ensuite, le prix, donc une fois qu'il a mis de côté les petites mains, prend sa montée, son canal haussier. Arrivé à un certain pourcentage de prix, l'arrivée des médias arrive, et bonjour, voilà, on vous parle du Bitcoin, c'est incroyable, il a pris 300%, machin. Donc l'arrivée des médias à ce niveau-là, du coup des gens achètent, et forcément certains déjà commencent à prendre profit, donc des M se manifestent, et déjà il y a des prises de profit. Mais ce n'est qu'une correction, ce n'est pas... c'est-à-dire qu'on est toujours dans des pourcentages inférieurs à 38% de baisse. Donc un deuxième piège baissier ici, et on reprend la dynamique avec, là par contre, ceux qui avaient investi ici ou ici ou ici, vient l'émotion, enfin la cupidité, c'est-à-dire que ils sont prêts à rajouter du capital d'investissement sur cette crypto, sur ce projet-là. Donc ils font un all-in, ils se disent c'est bon, je vais devenir riche, je vais pouvoir acheter ma baraque et, euh, et la Lamborghini. Et puis ensuite, on a l'euphorie. Donc là, c'est l'illusion totale. Là, c'est vraiment ça y est, je vais devenir riche, je vais quitter mon boulot, je vais poser ma lettre de démission. Et puis voilà, quoi, j'ai plus besoin d'aller bosser. Et c'est à ce moment-là que justement la distribution des gros portefeuilles se fait. Et du coup, on a une offre qui excède la demande et le prix commence à chuter.
Donc à partir de la chute, en fait, le déni vient, c'est-à-dire qu'on se dit non mais c'est pas possible, ça va remonter. J'ai commencé déjà à poser ma lettre de démission, il faut surtout pas que ça baisse. Donc on est dans le déni, il y a vraiment une grosse chute. Les gens ne veulent pas l'accepter, donc refusent, ils sont dans le déni totalement. Le rebond qui permet une seconde distribution, tout le monde se dit ouf, ça repart, c'est bon, c'était juste un leurre. Mais il y en a quand même déjà énormément qui ont vendu. Après le rebond, on a un deuxième M là, qui se matérialise. Les gens rentrent à nouveau dans la peur. Ils se disent mais qu'est-ce que c'est, ça ne va pas remonter, qu'est-ce qui se passe, on n'a pas atteint le nouvel ATH, machin. Et ben là, en fait, c'est la phase de capitulation où tout le monde se met à vendre parce que en fait, la majorité ont acheté soit ici, et disons plutôt ici. Et là, déjà, ils ont la tête sous l'eau et puis ils capitulent ici en vendant à moins 90, moins 50%. Et rentrons dans la phase de désespoir, comment dire, de dépression. Et là, c'est à ce moment-là d'ailleurs que quand la dépression arrive, c'est à nouveau à cette phase-là que les gros portefeuilles rachètent à bas prix lors de soldes. Et on voit par contre que la dynamique est haussière, c'est-à-dire qu'il y a des prix croissants. Donc là, il y a de l'achat. Et donc, c'est les gros portefeuilles, les fonds d'investissement qui rachètent à bon prix. Et puis après, on reprend la tendance avec une nouvelle bulle, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'état des émotions durant un cycle. Soyez vigilants là-dessus, tout est fait pour nous faire paniquer et nous faire acheter et vendre n'importe comment. Donc si vous avez un plan de trading adapté à votre profil, vous aurez moins de difficultés à gérer vos émotions. Donc c'est quand même aussi important de gérer, d'avoir un bon plan de trading. Donc je vais faire une vidéo là-dessus là dans la foulée, donc vous aurez certains éléments de réponse à ce sujet. Si vous savez pourquoi vous avez investi dans ce projet, vous serez plus serein en cas de baisse du cours. Parce que même si on est toujours dans une phase haussière, il y a toujours des corrections. Et en fait, vous serez beaucoup plus serein face aux phases de correction dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire par exemple celle-ci. Parce que nous, le but, en fait, ça va être d'acheter au même endroit que les gros portefeuilles achètent. Donc il y a quand même toujours des corrections. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut être serein sur le projet et pourquoi on a acheté. Et enfin, voilà, ça va nous permettre de tenir des positions, de prendre profit malgré tout, parce que prendre des profits de manière partielle, c'est intelligent également. On n'est pas obligé d'attendre le top et personne est capable de définir un top avant de le voir se matérialiser. Donc c'est très compliqué de vendre au plus haut. Euh, voilà. Connaître le projet, ça va nous rassurer sur sa capacité à rebondir, à être résilient face aux tendances de marché. Et c'est important, on commence à le voir dans certaines cryptos qui performent alors que le Bitcoin chute. Euh, N'oubliez pas, l'être humain a une aversion à la perte. C'est psychologique, on déteste perdre, que ce soit de l'argent ou autre chose. Notre cerveau n'est pas programmé pour accepter la perte. Et d'ailleurs, des études montrent qu'au-delà d'un pourcentage de perte d'environ 30%, le trader préfère clôturer ou vendre sa position plutôt que de patienter en attendant des jours meilleurs. Parce que justement, comme je vous l'ai dit, les cycles se font et se répètent. Euh, c'est pas parce que le Bitcoin est en train de chuter que il va rester bas toute sa vie. Donc il y aura toujours des phases de rebond, il y aura des tendances haussières et des tendances baissières. Disons qu'ici, on n'est pas dans la phase où l'on doit vendre. Si on veut se comporter comme un trader pro, c'est plutôt la phase où potentiellement on commence tout doucement à se dire est-ce que c'est le moment d'acheter. Donc voilà, il faut avoir une psychologie inversée par rapport au mouvement moutonnier qu'on peut avoir sur Internet. Euh, donc, quoi dire de plus sur la psychologie. Je crois que j'avais pas détaillé. Et voilà, je vais continuer. Donc nous sommes des planctons, nous subissons le marché, nous devons réagir de manière opportuniste en surfant sur les tendances, moi ça je l'avais dit, et ne jamais être à contre-tendance. Donc aujourd'hui, ne soyez pas à contre-tendance, attendez que la tendance se dessine, il faut s'armer de patience. Est-ce qu'on va voir des W? Sachant que dans les jours à venir, je crois que c'est jeudi, il y a une annonce au niveau de la Fed assez importante. En général, quand la Fed parle, ils sont plutôt comment dire, sur la action-réaction et ils sont pas trop dans l'anticipation. Donc quand ils parlent, en général, les marchés tremblent.
Selon ce que va se dire jeudi au niveau du communiqué de presse, si c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés, ben, on pourrait peut-être voir un W, donc ça serait plutôt le signe de support. Et si par contre la Fed continue à dire en gros ben, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter et puis on va accentuer justement la cyclicité des hausses des taux d'intérêt, ben là ça sera l'opportunité pour continuer la tendance baissière. Donc voilà, je pense que d'ici à jeudi, le marché risque de rester dans ces prix-là. Mais par contre, on pourrait avoir des mouvements assez importants dans les jours à venir. Euh, voilà, donc, et puis pour terminer, j'avais un petit indicateur dont je voulais vous parler. Il est pertinent, enfin c'est pertinent que je vous le montre en ce moment. Ça va nous permettre comment dire, de rationaliser certains prix. N'oubliez pas que le Bitcoin a un prix de production, c'est-à-dire le coût de minage. Et comme tout commerçant, un commerçant ne peut pas se permettre de vendre à perte. Donc on a en face de nous des mineurs qui sont actuellement, je vais vous le montrer avec ce petit indicateur, cette masse un petit peu rougeâtre, enfin, c'est on va dire la fourchette basse de prix, le coût de revient du minage. Donc on a entre 20 500 dollars et 34 000 dollars. Et on vient bizarrement actuellement toucher à la mèche le prix haut de revient du minage. Donc est-ce que justement c'est un endroit où il va pouvoir avoir un support parce que les mineurs vont pas pouvoir produire à perte? Donc ça c'est quand même un élément essentiel. On voit que dans le passé, on est venu toucher ces prix-là et puis on a rebondi par la suite. Vous voyez, on était tombé pile dessus. Et puis, alors le coût de minage a évolué aussi. On voit que voilà, c'est des courbes qui ne sont pas statiques. Mais disons que dès qu'on commence à venir toucher ces prix-là, en général, on n'aime pas trop. Donc voilà, il y a rarement eu des mouvements où le prix était inférieur, enfin le prix d'achat était inférieur au coût de production. Euh, voilà, donc données intéressantes à prendre avec des pincettes, à pondérer, mais voilà, on commence à toucher des prix de production, donc c'est concrètement des prix intéressants d'achat, effectivement, c'est des prix intéressants, et on pourrait totalement rester sur ce support-là, en même temps que l'on frôle le prix de production. Donc si on voit un prix de production qui fait ça, et qu'on oscille justement toujours, qu'on s'en serve comme, un petit peu comme un support, ça pourrait nous permettre de à la fois garder, enfin de se servir également, parce que le support en fait il est beaucoup plus ancien que ça, hein. Il y a des gros prix, enfin des gros achats de gros portefeuilles qui ont été faits dans les 30 000 dollars, comme Tesla, comme MicroStrategy, comme plein d'autres. Et du coup, on sait dans tous les cas que ce prix sera bien défendu. En plus, si on corrèle ça avec un coût de production qui s'approche de, du coût de vente, ben ça peut être aussi un élément intéressant à prendre en compte. Donc voilà pour la partie psychologie marché et puis pour le petit cadeau bonus pour l'indicateur de production du Bitcoin, il est facilement intégrable sur TradingView en tapant Bitcoin Production Cost et vous pouvez l'intégrer dans vos indicateurs. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vais faire celle sur la partie plan de trading là dans la foulée. Je posterai les deux quasiment en même temps dans la journée. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.